Concernant les règles de territorialité des impôts frappant les revenus des personnes morales, alors on va voir d'abord les différents régimes qui existent pour les personnes morales. On va voir ensuite les règles de détermination, la résidence fiscale des personnes morales et la détermination de l'étendue de l'obligation fiscale en matière d'impôts sur les sociétés. Alors d'abord, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une société ne peut pas être soumise aux mêmes impôts qu'une personne physique. Et donc, soit la société est reconnue comme contribuable et dans ce cas-là, elle paye l'impôt sur les sociétés, soit elle est reconnue comme transparente et dans ce cas-là, les membres de cette société sont les contribuables. Et donc ça, c'est un régime de transparence fiscale qui concerne justement certains types de sociétés. Mais donc voilà, c'est partiellement reconnu, mais la société est reconnue, mais les associés payent partiellement l'impôt sur leur part du bénéfice. On notera également que les sociétés de capitaux sont des contribuables à part entière qui sont soumises à l'IS en vertu de l'article 206 du CGI qui énumère les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés sans mentionner les sociétés de droit étranger. Et donc la question qui a pu se poser en jurisprudence, c'est comment assimiler une société de droit étranger à une société française. Et donc ça, c'est l'arrêt du Conseil d'État Artemis SA du 24 novembre 2014 qui précise la méthodologie à suivre pour assimiler une entité de droit étranger à une société française. Et donc ici, on retient que le juge français ne doit pas se référer au régime fiscal de l'entité de son pays d'origine et doit procéder à l'assimilation en comparant les caractéristiques de l'entité étrangère à celles d'une entité française comme une société anonyme. Et donc, une fois le type d'entité assimilée déterminé, les dispositions fiscales françaises applicables à cette société, à cette entité, seront appliquées. Et donc, les sociétés peuvent être différentes dans leur forme, mais ce que l'on retient comme critère, c'est la responsabilité limitée des associés. Et par rapport aux entreprises étrangères, on retient vraiment la structure de la société, de l'entité, plus que sa dénomination, pour déterminer le régime fiscal qui s'applique. Concernant les règles de détermination de la résidence fiscale des personnes morales, ici c'est assez simple. C'est un arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 1957 qui nous dit qu'en droit, le critère qui prime pour déterminer la résidence fiscale d'une société est le critère du siège social de direction effective. Et donc ici, on retient qu'il n'y a pas de lien entre la nationalité d'une société et sa résidence fiscale. Ce qu'on retient, c'est le critère de siège social de direction effective. Et donc dans l'article 4.3 du modèle OCDE, on a recours à la résolution amiable des conflits si il y a un conflit de détermination de résidence de ces personnes morales. Voilà. Et donc si on voudrait définir un peu ce que c'est le siège de direction effective, c'est un arrêt du 15 mars 2023 du Conseil d'État qui nous dit que c'est le lieu de prise de décision stratégique de la société. Et donc c'est l'exemple plutôt où on a une holding au Luxembourg qui verse des dividendes à un actionnaire résident en France et donc retenu à la source au Luxembourg et imposition en France au titre de l'impôt sur les sociétés à ce niveau-là, puisque le lieu de direction de la société effective reste la France, même si on a une holding au Luxembourg. Voilà. Concernant la détermination de l'étendue de l'obligation fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est que en droit interne, l'article 209 du CGI nous dit que les bénéfices imposables sont déterminés en fonction des bénéfices réalisés par l'entreprise en France. Et donc, le Conseil d'État reconnaît depuis longtemps que la façon d'appliquer ce texte n'est pas la même selon que si la société est résidente fiscale en France ou non. Et donc, concernant les sociétés résidentes fiscales en France, tous ces biens sont soumis à l'impôt sur les sociétés en France, sauf si l'entreprise est exploitée à l'étranger, auquel cas les bénéfices générés hors France ne sont imposables en France, sauf si une convention fiscale prévoit autrement. Donc là, c'est assez logique en la matière. Concernant les sociétés non résidentes fiscales en France, alors en principe, les bénéfices de cette société échappent à l'impôt en France, sauf dans trois exceptions. Si elle exploite une entreprise en France, donc là, c'est des bénéfices qui sont générés, les bénéfices générés sont imposables en France, sauf si une convention fiscale l'empêche. Ça, c'est la première option. Si elle a des revenus immobiliers provenant de biens situés en France, ou bien si une convention fiscale accorde à la France le droit d'imposer la société dans cette situation-là. Et donc, les critères qu'on retient pour déterminer qu'une entreprise, ce qu'est une entreprise exploitée en France, on a le critère d'établissement autonome, donc installation physique avec permanence et autonomie.
représentant non indépendant, donc une personne ayant le pouvoir juridique d'engager la société, un critère du cycle commercial complet, donc plusieurs étapes qui tendent vers un même objectif. Ici, un cycle commercial complet, c'est par exemple 1 an. Donc voilà, le Conseil d'État applique une appréciation stricte pour déterminer l'existence d'une entreprise exploitée hors de France ou en France. Donc, les sociétés françaises qui étendent leur activité à l'étranger, ces bénéfices restent imposables en France, sauf si l'activité est suffisamment autonome pour constituer une entreprise distincte. Et dans ce cas-là, ces bénéfices ne sont pas imposables en France. Voilà. Et concernant l'inverse, donc les sociétés françaises étrangères exerçant en France, là, en principe, c'est non imposable en France, mais exception si l'activité est suffisamment enracinée pour constituer une entreprise distincte. Elle devient alors imposable en France. Donc tout ça, c'est assez logique. Le régime, à ce niveau-là, il découle de lui-même. Et voilà. Concernant la différence entre filiale et succursale, c'est important ici, parce qu'une filiale, euh, lorsqu'on crée une filiale, on crée une société étrangère distincte qui est entièrement contrôlée par la société française. Donc c'est une personne morale distincte, et donc les bénéfices de cette filiale ne sont pas imposables en France. En revanche, concernant la succursale, c'est une activité directement exercée par la société française à l'étranger, et donc dans ce cas-là, la succursale n'a pas de personnalité juridique distincte, et ses bénéfices sont imposables en France selon la logique fiscale française. Donc, voilà, une filiale de personne morale distincte ne constitue pas une entreprise exploitée de la société mère. Donc c'est l'exemple d'une société américaine, c'est l'exemple qu'on a vu en cours, d'une société américaine qui a créé une filiale en France. Les bénéfices de la filiale française ne peuvent pas être rattachés à la société mère pour imposition en France, parce que sauf plutôt s'il y a une suspicion d'évasion fiscale. Dans ce cas-là, le législateur prévoit des règles spécifiques pour lutter contre la réduction artificielle de l'impôt à travers ce type d'entité offshore. Concernant l'influence des conventions fiscales là-dessus, on rappelle qu'il y a une différence en droit interne et dans les conventions fiscales internationales. Donc en droit interne, on raisonne vraiment impôt par impôt. Donc ça, c'est l'article 209 du CGI, par exemple, où tous les bénéfices d'une société sont soumises à l'IS, qui sont soumises à l'IS, sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux. En revanche, les conventions fiscales adoptent une approche basée sur les types de revenus via des articles spécifiques, ce qui peut créer justement ces conflits de qualification entre États. Et donc l'article 7, paragraphe 4 du modèle OCDE nous dit par exemple que lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. En d'autres termes, vraiment ici on insiste que lorsque des dispositions spécifiques existent dans une convention fiscale, elles priment sur les règles générales applicables aux bénéfices d'entreprises pour éviter justement ces conflits de qualification des revenus entre les États. On peut aussi parler de l'article 7 du paragraphe 1 de ce même article qui nous dit que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribués à l'établissement stable, conformément aux dispositions du paragraphe 2, sont imposables dans l'autre État. Autrement dit, une entreprise est imposée que, l'utilisation du mot que, dans son État est important, que dans son État de résidence. On n'impose que dans cet État, sauf si il existe une disposition, sauf si l'entreprise dispose d'un établissement stable dans un autre État. Voilà, on veut toujours éviter la double imposition. Concernant la définition d'établissement stable, ici, ça peut être intéressant. Donc, c'est une installation fixe d'affaires. Donc, c'est un lieu physique avec un représentant non indépendant, une personne qui représente donc l'entreprise et peut l'engager juridiquement dans cet État. Donc, voilà, différence entre l'ordre interne et la convention fiscale. Dans les conventions fiscales, il n'est pas nécessaire forcément ici par rapport aux critères dont on parlait, comparé au droit interne, de démontrer l'existence d'un cycle commercial complet, voilà, contrairement à l'ordre interne français. Dans une vidéo juste après, on va parler des méthodes d'élimination des doubles impositions.